On passe maintenant à la deuxième partie, c'est donc l'anatomie du corps humain généralité, toujours par le diaporama du professeur Silidris. Alors après avoir vu toute la partie musculo-squelettique de notre corps, on va passer aux cavités. Alors on a en tout trois grandes cavités dans notre corps. On a la cavité crânienne, on a la cavité thoracique, la cavité thoracique qui contient la plèvre et le péricarde. On a ensuite la cavité abdominale et la cavité abdominale, enfin la cavité abdominopelvienne qu'on divise en cavité abdominale et en cavité pelvienne. Chacune de ces cavités doit être recouverte par une membrane séreuse. Donc on a les méninges, la plèvre, le péricarde et le péritoine. La cavité crânienne et rachidienne forme ce qu'on appelle la cavité corporelle dorsale, donc qui va contenir le cerveau et la moelle spinale. Et la cavité thoracique et abdominopelvienne vont former la cavité corporelle dite ventrale. Donc les organes contenus dans toutes ces cavités. Alors dans la cavité crânienne, elle contient donc l'encéphale formé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Ensuite la cavité spinale qui va contenir, comme son nom l'indique, la moelle spinale. Ensuite on a la cavité thoracique qui va venir renfermer le cœur, le poumon, l'œsophage, la trachée, certains éléments vasculaires comme l'aorte, l'artère pulmonaire, la veine cave supérieure et une partie de la veine cave inférieure, ainsi que le canal thoracique, le canal lymphatique thoracique. La cavité abdominale qui va contenir la plus grande partie des organes internes du corps, donc tout ce qui est tube digestif, la fin de l'œsophage, l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle, le côlon droit et gauche. Également les glandes annexes, donc tout ce qui est foie et pancréas, vésicule biliaire. L'aorte abdominale et la veine cave inférieure dans sa plus grande partie. On a aussi la cavité rétro-péritonéale par contre, qui contient également les reins, les uretères, les surrénales. Et enfin la cavité pelvienne, donc, qui est située en dessous de la réflexion du péritoine et qui va contenir donc les organes génitaux internes. Chez la femme ce sera donc l'utérus, les trompes de Fallope, les ovaires, ainsi que le bas rectum, la vessie, et chez l'homme ce sera la prostate. Alors il faut savoir évidemment que chacune de ces cavités doit être protégée. Les cavités dorsales sont protégées par surtout de l'os. Au niveau crânien, on a la boîte crânienne avec ses différentes parties osseuses, l'os frontal, l'os pariétal, l'os temporal et l'os occipital. Ensuite, on a le maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur ou mandibule. La cavité spinale, donc elle est limitée par la colonne vertébrale et elle entoure la moelle spinale qu'elle doit évidemment protéger. Les cavités antérieures, alors ça dépend. La cavité thoracique aussi est protégée par la cage thoracique. Donc la cage thoracique est une enceinte fermée formée en arrière par la colonne vertébrale, en avant par le sternum et les clavicules, et latéralement par les côtes, les 12 paires de côtes. Elle contient donc le médiastin. Alors le médiastin, c'est la partie qui se situe entre les deux poumons et qui contient le cœur, la trachée et l'œsophage. Et ce médiastin est entouré des deux poumons. Le médiastin, bien sûr, il est ouvert en haut et en bas. Donc en haut, il va communiquer avec la région cervicale, donc avec tout ce qui est organes du cou, la thyroïde, les muscles sternocléido-mastoïdiens, la partie supérieure du pharynx, la partie inférieure du pharynx, pardon, et du larynx. Et en bas, il communique avec la cavité abdominale. Alors latéralement, il faut savoir que la cage thoracique, elle est en connexion avec les ceintures scapulaires, donc constituées par l'omoplate, comme on l'a dit tout à l'heure, et la clavicule, tandis que le rachis thoracique, bien sûr, qui forme la partie postérieure de la cage thoracique, lui est prolongé en haut par les vertèbres cervicales et en bas par les vertèbres lombaires, ce qui va maintenir un petit peu
cette cavité thoracique au centre du corps et qui va lui éviter certains mouvements qui pourraient être fatals pour les organes qu'il contient. Ensuite, on arrive à l'abdomen. Donc, du point de vue topographique, l'abdomen, on peut le diviser en trois régions. On a la région ombilicale, on a la région périombilicale et on a le reste de l'abdomen. On aura également une division qui est faite par différents cadrans, le cadran supéro-externe, ou comment on l'appelle, la fosse iliaque, la région lombaire, la région latérale et la région mésentérique ou la région centrale. Alors la cavité abdominale, donc elle est située entre le thorax en haut et le pelvis en bas. Elle contient donc la plus grande partie des organes digestifs. Elle est délimitée en avant par les muscles de la paroi abdominale antérieure, en arrière par tout ce qui est colonne vertébrale, notamment lombaire ou thoraco-lombaire, limitée en haut par le diaphragme et en bas par la réflexion du péritoine et les organes du pelvis. Cette cavité abdominale est divisée en deux. On a la cavité péritonéale en avant qui contient plutôt le système digestif et la cavité rétropéritonéale qui contient plutôt le système urinaire, donc rein et urtère, mais également une partie du pancréas. Et même le rectum et le côlon descendant. On voit ici une coupe transversale de la cavité abdominale. Donc ici on voit l'estomac, le foie et la réflexion du péritoine. Ici on a également la rate. Alors ces trois organes sont contenus dans la cavité péritonéale. En arrière, comme on le voit ici, on a la réflexion du pancréas, on a la réflexion du péritoine, pardon. On a le pancréas en arrière, le rein, les urtères ainsi que les éléments vasculaires, donc la veine cave inférieure et l'aorte. Et ça, c'est la cavité rétro-péritonéale. Ici en avant, on a la cavité péritonéale proprement dite. Et derrière l'estomac, donc entre l'estomac et le pancréas, on a ce qu'on appelle l'arrière-cavité des épiplombs ou le petit omentum. Alors ici, c'est une coupe qui va plutôt vous montrer donc le plan musculo-aponeurotique de la cavité abdominale, donc ce qui la limite en avant. En 1, vous avez le muscle grand oblique ou l'oblique externe. En 2, vous avez le muscle petit oblique ou l'oblique interne. Et en 3, vous avez le muscle transverse. Ces muscles sont bien sûr divisés entre eux par des aponevroses. En avant, on a les muscles grand droit de l'abdomen, c'est ce qu'on voit le plus souvent en cas de musculation intense. Et en arrière, on a les muscles psoas et le muscle petit dentelé inférieur. C'est surtout ces muscles, notamment le muscle psoas et le muscle dentelé antérieur, qui vont également permettre la position debout de notre corps et qui vont porter la plupart du poids de la partie supérieure du corps. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a également cette division en cadrans de la paroi abdominale. On commence par le 1, c'est la partie épigastrique où va se projeter un petit peu l'estomac et le pancréas. En 2, c'est la région ombilicale ou périombilicale où vont se projeter la plupart de l'intestin grêle. En 3, c'est l'hypogastre où va se projeter la vessie. En 4, c'est l'hypocondre droit où va se projeter le foie. En 5, c'est la région lombaire droite ou le flanc droit où va se projeter donc le rein et le côlon ascendant. En 6, c'est la fosse iliaque droite où va se projeter le cécum et l'appendice. En 7, c'est l'hypocondre gauche où va se projeter la rate, l'angle colique gauche et une partie de l'estomac. Le 8, c'est le flanc gauche où va se projeter donc le côlon descendant et le rein gauche. Et enfin la fosse iliaque gauche où va se projeter ce qu'on appelle le côlon sigmoïde, qui est la région qui va venir relier entre le côlon descendant et le rectum.
On revoit ici les deux espaces de la cavité abdominale, donc la cavité péritonéale proprement dite et l'espace rétro-péritonéal. Donc dans la cavité péritonéale proprement dite, on a le foie, la vésicule biliaire, la rate, l'estomac, l'intestin grêle. Dans l'espace rétro-péritonéal, on a le rein et les uretères, on a la veine cave inférieure et l'aorte, donc les éléments vasculaires, ainsi que les organes lymphatiques. On a le pancréas, le duodénum, mais uniquement le D2 et le D3, car le D1 et le D4 sont des parties plutôt mobiles. Le côlon sigmoïde et le rectum, et la vessie qu'on peut plutôt classer dans les organes sous-péritonéaux. La cavité pelvienne va contenir la partie basse de l'appareil digestif, l'appareil urinaire, toujours sa partie basse, et l'appareil reproducteur, donc il va être différent entre l'homme et la femme. Donc chez l'homme c'est surtout la prostate et les vésicules séminales, et chez la femme c'est plutôt donc l'utérus, les trompes de Fallope, les ovaires et le canal vaginal. On a ici une vue d'un utérus qui a été rétroversé avec les trompes. On voit une partie de l'ovaire ici. On va passer maintenant au système plutôt musculaire ou musculo-squelettique. Alors on a vu tout à l'heure quel est le rôle du squelette, donc c'est la protection notamment, c'est la production des cellules sanguines, c'est-à-dire l'hématopoïèse par la moelle osseuse, et également tout ce qui est vaisseau sanguin, donc c'est grâce à eux que le corps va servir de support aux vaisseaux sanguins, notamment au niveau des membres. On va voir maintenant plutôt le système musculaire, donc les muscles qui vont permettre, grâce à leur contraction, les mouvements du corps. Ce système musculaire il est contrôlé par notre système nerveux. Le système nerveux central qui sera plutôt un centre d'échange ou un centre de décision, c'est le cas du cerveau et de la moelle spinale. Et le système nerveux périphérique avec le système nerveux somatique qui sera responsable du mouvement. Et le système nerveux autonome qui est plutôt responsable de la régulation. Le système nerveux central est divisé en deux. On a l'encéphale, donc qui contient le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral qui va donner naissance au nerf crânien, et la moelle spinale qui va donner naissance aux nerfs rachidiens qui vont innerver donc le reste du corps humain, ainsi que le système nerveux sympathique. On a ici le système cardiovasculaire, donc comme son nom l'indique, il est composé du cœur et des vaisseaux. Le cœur a une fonction de pompe, donc il va venir pomper le sang oxygéné à l'intérieur du système vasculaire, donc à l'intérieur des vaisseaux, de l'aorte. Et il va également recevoir le sang désoxygéné qu'il va pomper dans le poumon pour effectuer ce qu'on appelle l'hématose, c'est-à-dire l'élimination du CO2 et l'oxygénation du sang. C'est le cœur gauche, donc le ventricule gauche, qui va permettre l'oxygénation, donc le pompage du sang oxygéné vers l'aorte et donc vers les tissus du corps humain. Et c'est le cœur droit qui va effectuer l'hématose, donc il va pomper le sang désoxygéné vers les poumons et recevoir ce sang à partir des tissus du corps humain. Cœur gauche, c'est ce qu'on appelle... le cœur gauche, c'est pour le sang oxygéné. Et le cœur droit, c'est pour le sang désoxygéné. Le cœur gauche va pomper le sang dans la grande circulation, donc vers les tissus de l'organisme, tandis que le cœur droit, ici, il va pomper le sang vers la petite circulation, donc vers le poumon. Alors comment est-ce que s'effectue ce trajet du sang? Alors le sang va pénétrer dans l'oreillette droite, ici en 9, par la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. L'oreillette droite va ensuite se vider dans le ventricule droit, dont elle est séparée par la valve tricuspide. Ce ventricule droit va pomper le sang dans ce qu'on appelle l'artère pulmonaire, avec ses deux branches, l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite. Une fois dans le poumon, ce sang va être oxygéné et il va revenir dans le cœur, donc par les veines pulmonaires. Ces veines pulmonaires vont s'ouvrir dans l'oreillette gauche ici en 8. L'oreillette gauche va se vider dans le ventricule gauche, et le ventricule gauche, il va venir pomper son sang dans la crosse de l'aorte. Donc ce système est un système, donc il est un vase clos, il est fermé, et on voit ici qu'entre chaque cavité, donc entre les cavités droites, entre l'oreillette droite et
Le ventricule droit, on a ce qu'on appelle une valve, c'est la valve tricuspide. Et entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, on a une autre valve, c'est la valve mitrale. Ainsi qu'entre les ventricules et les vaisseaux, entre le ventricule gauche et l'aorte, on a la valve aortique. Et entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, on a la valve pulmonaire. On a ici une vision des circulations. Donc on a la grande circulation entre le cœur gauche et les tissus. Donc le cœur gauche va venir pomper le sang vers les tissus et ça va revenir par le système veineux vers le cœur droit. Ce cœur droit va ensuite pomper le sang vers l'artère pulmonaire qui va revenir vers le cœur gauche où il sera oxygéné. La grande circulation est dite donc systémique et la petite circulation est dite pulmonaire. Au niveau des capillaires sanguins, c'est-à-dire la jonction entre la partie artérielle du corps et la partie veineuse, vont s'effectuer les échanges gazeux et les échanges de nutriments. Car les capillaires, il faut savoir que ce sont des parties du corps qui sont dites fenestrées, c'est-à-dire qui contiennent de petites fenêtres par où peut passer le sang et les nutriments. On a ici le système respiratoire. Donc le système respiratoire, il est divisé en deux. On a les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Les voies aériennes supérieures, c'est les fosses nasales ou les sinus par où va passer l'air inspiré. On a le pharynx et le larynx. Le larynx qui va contenir les cordes vocales et qui vont bien sûr servir à la parole. Les voies aériennes inférieures, c'est à partir de la trachée. Donc la trachée, il se divise en deux bronches souches, la bronche souche droite qui est plutôt verticale et la bronche souche gauche qui est plutôt horizontale. Ces branches souches gauche vont venir s'ouvrir dans les alvéoles et former le poumon. La subdivision bronchique, elle est très grande et va permettre un petit peu la formation de certains lobes ou de certains territoires aériens, chaque territoire étant indépendant de l'autre. Donc s'il y a par exemple une obstruction quelque part, il y aura d'autres territoires qui prendront le relais. Le poumon est bien sûr recouvert par une séreuse qui est la plèvre. Donc afin qu'il y ait respiration, il faut que le poumon puisse se dilater et se contracter en suivant les mouvements de la cage thoracique. L'entrée de l'air à l'intérieur du poumon est un phénomène, la sortie de l'air du poumon est un phénomène involontaire, mais et passif, donc involontaire et passif. Mais la pénétration de l'air à l'intérieur du poumon est un phénomène involontaire mais actif, c'est-à-dire qu'il faut que le diaphragme se contracte pour diminuer la pression à l'intérieur de la cavité thoracique pour que l'air puisse entrer dans les poumons. Une fois que l'air entre dans les poumons, il va venir oxygéner les globules rouges, donc oxygéner le sang, c'est ce qu'on appelle donc l'hématose. Et ce dernier va revenir vers le corps gauche et sera distribué au tissu de l'organisme. Le passage de l'oxygène d'une zone de haute concentration, c'est-à-dire l'alvéole, vers une zone de basse concentration, c'est-à-dire les capillaires pulmonaires, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Et ça va permettre d'égaliser les concentrations en O2 et en CO2 de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire. On passe au système digestif rapidement, donc c'est un tube qui est long de presque 9 mètres jusqu'à 10 mètres de long. Il possède deux orifices, donc la bouche c'est l'orifice proximal, l'orifice supérieur, et la marginale c'est l'orifice inférieur. Il comprend donc le pharynx comme on a vu tout à l'heure, qui faisait également partie du système digestif, et qu'on appelle le carrefour aérodigestif. Le pharynx est suivi de l'œsophage, dont il est séparé par le sphincter œsophagien supérieur. Ce dernier s'ouvre dans l'estomac, dont il est séparé par le sphincter œsophagien inférieur. L'estomac se continue par le duodénum avec ses 4 segments. Un segment horizontal, c'est le D1. Un segment vertical, c'est le D2. Un troisième segment horizontal, c'est le D3. Et un segment oblique, c'est le D4. Le D4 se continue par l'intestin grêle, puis l'iléum qui s'ouvre dans le cæcum qui est la première partie du côlon. Le cæcum se continue par le côlon ascendant, puis le côlon transverse, puis le côlon descendant. Le côlon descendant est suivi du côlon sigmoïde, et enfin du rectum et de la marge anale. En plus, on aura ce qu'on appelle les glandes annexes, donc le foie et les voies biliaires, et le pancréas qui s'ouvre dans le duodénum. Les voies biliaires et les voies pancréatiques se rencontrent au niveau d'une
d'une poche, c'est ce qu'on appelle l'ampoule de Vater, qui va contenir la plupart des enzymes, donc les enzymes biliaires et les enzymes pancréatiques, et qui vont participer à la digestion notamment des lipides, des glucides et des protéines. La première partie de la digestion va commencer au niveau de la bouche, donc d'une part par la mastication et d'autre part par l'insalivation qui va permettre la transformation de l'amidon en maltose et en dextrose. L'estomac va recevoir le bol alimentaire, il va stocker, il va stériliser et il va dégrader certains aliments grâce aux enzymes gastriques et à l'acide qu'il contient, l'acide chlorhydrique sécrété par les cellules pariétales. Cette digestion va se continuer ensuite au niveau de l'intestin grêle par les enzymes pancréatiques et biliaires. Et au niveau de l'intestin, ce qu'on retient, c'est l'absorption alimentaire par les entérocytes. Donc une fois que la digestion est terminée, tous les sucres complexes, les protéines, les lipides, etc. seront dégradés en nutriments primitifs. C'est le glucose, les acides aminés et les triglycérides et le cholestérol qui seront donc absorbés par les entérocytes, puis passés dans la circulation sanguine et dans la circulation lymphatique. Au niveau du côlon, il n'y aura pas absorption de nutriments, mais uniquement absorption d'eau libre et de sels minéraux, et notamment le sodium. Et tous les résidus qui vont perdurer, ils seront éliminés au niveau du rectum et de la marge anale, c'est ce qu'on appelle le bol fécal. Et ce bol fécal est très riche en bactéries, et ces bactéries vont parfois continuer la digestion de certains glucides et de certains lipides pour nous permettre de fabriquer des vitamines. Ensuite, le système urinaire. Alors l'appareil où le système urinaire est formé donc des reins. Les reins, c'est les organes de filtration et de réabsorption du corps. Les reins vont éliminer l'urine au niveau des uretères. Les uretères vont s'ouvrir dans la vessie qui va stocker cette urine. Et enfin, cette dernière va se continuer par l'urètre qui va éliminer l'urine dans le milieu extérieur. Donc le rôle du système urinaire, c'est l'excrétion des déchets, c'est le rôle principal. Ensuite, on a la régulation de l'équilibre hydroélectrolytique et la régulation de la pression sanguine et du pH. Donc la concentration des ions H+, c'est du bicarbonate. Toute cette régulation va s'effectuer au niveau de l'unité fonctionnelle du rein, c'est ce qu'on appelle le néphron. Alors la filtration, le sang qui doit être filtré va arriver au niveau du glomérule rénal. Il sera filtré par l'organe de filtration, c'est la capsule de Bowman. Une fois filtré, certaines parties vont être réabsorbées, d'autres parties vont être sécrétées, d'autres vont être excrétées par la circulation sanguine. Ce qui va rester, c'est donc l'urine primitive, c'est l'urine qui va être éliminée par l'urètre. Le système endocrinien, c'est la partie du corps qui va venir sécréter les hormones, ou certains même neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Donc les glandes endocrines sont multiples, elles sont disséminées dans le corps. On a l'hypothalamus et l'hypophyse, ce sont vraiment les grands régulateurs, les régulateurs supérieurs de notre système endocrinien. On a également la glande pinéale ou l'épiphyse qui sécrète notamment la mélatonine. La glande thyroïde, le thymus qui va plutôt s'involuer avec le temps, les glandes surrénales, le pancréas, les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme. On a également certaines cellules endocrines qui sont disséminées un peu partout dans le tube digestif, c'est ce qu'on appelle les cellules neuro-endocrines. On a donc trois types de glandes. On a les glandes endocrines qui vont déverser leurs hormones dans la circulation sanguine. Les glandes exocrines qui vont déverser leurs substances dans les canaux et dans des lumières, notamment dans le tube digestif ou dans les canaux éjaculateurs chez l'homme par exemple. Et ces glandes vont obéir à trois types de stimuli. Ou bien un stimulus humoral, donc c'est la variation du taux sanguin de certaines substances, ou bien de tissus nerveux, les stimulus nerveux, donc ce sont des fibres nerveuses qui vont stimuler la libération d'hormones, ou bien un stimulus hormonal, donc c'est la libération d'hormones en réponse à une autre hormone, et c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Donc dans le stimulus humoral, donc la variation du taux sanguin de certains ions, c'est le cas par exemple de la rénine et de l'angiotensine qui vont obéir aux variations du taux de sodium dans l'organisme.
Dans le cas du stimulus nerveux, c'est le cas par exemple des cellules endocrines de l'estomac qui vont être stimulées par le nerf vague, ou le stimulus hormonal, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, et c'est le cas par exemple de la glande thyroïde qui va obéir au taux de TSH. On a ici le système lymphatique. Donc le système lymphatique, il contient deux grands types d'organes. Donc on a les organes lymphoïdes primaires, c'est la moelle osseuse qui va produire l'intégralité en fait des, organes, des cellules lymphoïdes. Et le thymus qui va servir de lieu de maturation des lymphocytes T. Ensuite, on a les organes lymphoïdes secondaires, c'est notamment les ganglions lymphatiques, la rate et le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, donc le MALT. Et ces différents organes lymphoïdes primaires et secondaires sont reliés entre eux par ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques qui sont disposés en parallèle des vaisseaux sanguins. Ils sont présents dans de nombreux tissus de l'organisme, à l'exception donc du système nerveux central, de la moelle osseuse, du tissu cartilagineux et du tissu musculaire. Chaque vaisseau donc va relier un tissu à un organe lymphoïde secondaire, et c'est important notamment dans le cas des cancers, car ils ont le plus souvent un drainage qui est lymphatique, et la connaissance des réseaux lymphatiques propres à chaque organe va permettre un petit peu de savoir le lieu de dissémination de ces cancers, et donc permettre un curage ganglionnaire qui sera efficace. Donc le système lymphatique n'est pas vraiment un seul organe qui va jouer le rôle de pompe, comme le système cardiovasculaire, donc où c'est le cœur qui va vraiment pomper. Ici, ce sont plutôt les contractions musculaires ou les mouvements du corps qui vont permettre à la lymphe de circuler. La lymphe constitue d'une part le lieu de réserve de certains déchets cellulaires, mais également le lieu de réserve des substances lipidiques de notre corps. Ils seront épurés au niveau des ganglions lymphatiques, qui sont des relais de trajet de la lymphe, puis dans le canal thoracique qui va s'ouvrir dans la veine subclavière gauche, donc dans l'angle jugulo-subclavier gauche, et donc s'ouvrir dans la grande circulation. Enfin, on a le système reproducteur qui va permettre donc à notre espèce de perdurer en tant qu'espèce humaine. La reproduction va s'effectuer donc en 4 étapes. D'abord l'insémination, c'est-à-dire la rencontre entre les cellules sexuelles mâles et les cellules sexuelles femelles. Puis la fécondation, donc à partir de la rencontre vont s'unir ces deux cellules pour former une seule cellule, c'est le zygote. Ensuite la gestation, donc c'est le développement de l'embryon puis du fœtus à l'intérieur de l'utérus. Et enfin la parturition, le travail, donc c'est l'accouchement du nouveau-né. On voit ici les organes génitaux de la femme. Donc on a les organes génitaux internes, c'est l'utérus, les trompes de Fallope et les deux ovaires. L'utérus formé d'un corps et d'un col utérin. Le col utérin va s'ouvrir dans le canal vaginal. Et puis on aura les organes génitaux externes qui sont la vulve et certaines glandes annexes. Le système reproducteur masculin, donc il commence au niveau de la prostate avec les glandes ou les vésicules séminales. La prostate va s'ouvrir dans l'urètre, cet urètre qui va faire suite à la vessie. On a ensuite les organes reproducteurs, c'est donc le testicule avec l'épididyme, les canaux déférents qui vont s'ouvrir donc également dans la prostate. Et enfin l'organe pénien, donc le pénis de l'homme qui va contenir donc la partie spongieuse et la partie caverneuse grâce à laquelle va s'effectuer donc la fonction érectile. Donc en conclusion, on peut dire que le corps humain peut être comparé à une machine avec ses limites. Les limites de chaque organe est également les limites de ses fonctions. Donc l'appareil respiratoire va nous permettre un petit peu d'avoir l'oxygène qui est l'élément essentiel au fonctionnement de toutes nos cellules. L'appareil cardiovasculaire, c'est surtout pour conduire un petit peu les nutriments et l'oxygène vers les tissus. Le système musculo-squelettique qui va permettre le mouvement, le système nerveux qui va nous permettre de communiquer avec notre environnement, le système endocrinien qui va venir réguler les fonctions de notre organisme, donc et bien sûr l'appareil reproductif qui va nous permettre de perdurer en tant qu'espèce sur Terre.
Et le système digestif, donc c'est pour la nutrition et l'apport en nutriments. Donc tous ces organes, tous ces systèmes qu'on a étudiés jusque-là, c'est ce qui fait de l'être humain sa particularité par rapport aux autres.